Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'ORIV pour ce premier temps de cycle de qualification autour de l'évaluation des contrats de ville à mi-parcours. Merci à l'ORIV pour ce premier temps qu'on avait décidé collectivement de faire assez tôt dans l'année 2026, puisque l'évaluation à mi-parcours, c'est cette année. Et on avait souhaité aussi le faire avant les élections municipales que l'on va connaître au mois de mars pour lancer la dynamique. Donc, c'est 4 temps que l'on vous propose d'ici avril pour commencer à réfléchir à cette démarche qui est quelque chose d'assez régulier quand même dans le cadre de la politique de la ville, puisque on sort pratiquement de l'évaluation finale des précédents contrats de ville, qu'on recommence à réfléchir sur l'évaluation à mi-parcours du nouveau contrat de ville, mais c'est un élément important de la politique de la ville, ces temps d'évaluation finale ou à mi-parcours, et c'est des temps qui sont souvent complexes et on a souhaité vous permettre de réfléchir collectivement autour de cette question. Donc, merci à Laurie de cette proposition et merci à vous d'être présent pour cette démarche. Donc, voilà, je te redonne la parole, Muriel. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Muriel Maffesoli, donc directrice de l'ORIV, l'Observatoire régional de l'intégration et de la ville, le centre de ressources politiques de la ville, intégration et lutte contre discrimination, puisqu'on a des personnes nouvelles aujourd'hui. On a, avec l'ensemble de l'équipe de l'ORIV, on a travaillé ce cycle de qualification qu'on va essayer de faire répondre au mieux à cet enjeu des questions d'évaluation en tant que telle. Et à chaque séance, en fait, on ira en binôme de l'ORIV. Et donc aujourd'hui, on va animer avec Rémi. Et je vous propose du coup d'appeler aussi, de préciser aussi qu'on a Émilie Arnoulet avec nous et Laetitia Rocher, toutes les deux directrices de projet à l'ORIV. Alors, l'évaluation, quelques éléments clés. Voilà, un premier élément, je le disais, l'évaluation des politiques publiques et l'activité qui consiste à mesurer les effets d'une politique, d'une action, d'une démarche, afin d'éclairer la décision, l'amélioration des actions de la politique mise en place. C'était des éléments que vous évoquez tout à l'heure. L'évaluation, elle a cette dimension en particulier. En ce qui nous concerne, on va être sur l'évaluation d'un contrat de ville en tant que tel, et non pas de la politique de la ville. On va s'intéresser à le contrat que vous avez signé sur votre territoire. Donc, bien évidemment, on partira d'abord et toujours de votre territoire. Alors, évaluer une politique publique, c'est porter un jugement de la valeur du dispositif, des actions ou encore d'une politique. Alors, j'insiste là-dessus parce que souvent j'ai utilisé le terme de jugement de valeur. En fait, il y a une petite erreur, c'est bien qu'on a repris les textes. Le terme de valeur, c'est en fait, c'est qu'est-ce que ça a apporté. Ce n'est pas un jugement de valeur, mais c'est un jugement de la valeur de la démarche qui a eu lieu. Ça me paraît important. Et le terme de jugement, il n'est pas négatif en tant que tel. On pourrait utiliser le terme d'avis, mais pourquoi on utilise le terme de jugement, c'est parce qu'on va étayer, argumenter en fait les éléments pour pouvoir dire en quoi on a pu réussi, pas réussi, apporter quelque chose, etc. Ça me paraît important et c'est pour ça que je parle que une évaluation, c'est bien formuler un avis étayé et utile dans une logique d'adaptation. Alors, je parle toujours de politique publique, hein, mais là, on se rappelle sur le contrat de ville. Et l'évaluation, elle vise toujours à cibler certains enjeux dans une logique prospective
pour l'avenir, et on reviendra sur ce point, et ça c'est un élément qu'on a souligné quand on a regardé les contrats de ville avec Rémi. euh, il y a quand même une confusion assez importante entre évaluation et bilan, et voire même parfois d'audit. Donc on reviendra sur ce point en particulier. Je te propose de passer à la... Alors, Heu, cette, ce schéma, pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà vu parce que je le mets souvent. C'est, donc, la démarche, habituelle, d'une évaluation, en tant que telle, et on reviendra tout à l'heure, plus précisément sur certaines phases. Mais il faut bien se rappeler que l'évaluation, elle a plusieurs dimensions. Alors, prospection tout à l'heure, de prospective, elle est aussi stratégique. On verra après, vous avez tout à l'heure évoqué la question des élus, des décisions, des décideurs. Donc, un élément important. On va se rendre compte qu'effectivement, l'évaluation, elle ne peut pas être le fait d'une seule personne en tant que telle. Il y a un enjeu plus largement sur les questions collectives, voire participatives. On va y revenir. Et bien évidemment, l'évaluation, elle doit être pragmatique et opérationnelle pour qu'on puisse vérifier par rapport le démarrage du contrat de ville. C'est bien évidemment, et vous l'avez mis en avant, c'est une démarche exigeante. Alors souvent, elle est mise en avant comme complexe. Et ce qu'on essaye de voir avec vous, c'est de vous montrer que c'est pas si compliqué que ça, entre guillemets. Ça demande de l'exigence, du temps, de la méthode, mais c'est pas forcément toujours un enjeu, comment dire, euh, une technicité très importante. Alors, un point qui me paraît important sur ce volet, sur la question que est-ce que l'évaluation doit être internalisée, externalisée? De quoi on parle sur la question est-ce qu'il faut avoir un tiers ou pas? Alors, c'est toujours compliqué. euh, on y reviendra tout à l'heure, mais ça me paraît important de l'évoquer. Dans beaucoup des contrats de ville, vous avez évoqué le fait de faire appel à un tiers en tant que tel. Bien évidemment, l'auto-évaluation nous paraît pas un élément pertinent dans le cadre du contrat de ville parce qu'on est partie prenante de la démarche. Pour autant, on peut avoir effectivement à différentes phases faire appel à un tiers, un cabinet, un accompagnement, un appui, mais aussi il faudra certainement avant travailler ensemble pour pouvoir définir les choses en tant que telles. Ça peut être aussi de faire appel des étudiants, etc. Peu importe, mais la question, elle est quand même que c'est d'abord les acteurs, les parties prenantes qui doivent définir les modalités de ce qu'on appelle le protocole de l'évaluation. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on a trois grandes phases. La phase 1, qui est le cadrage opérationnel, à minima, elle doit être portée au niveau interne. Parce que c'est la définition des questions évaluatives. On peut avoir quelqu'un qui vient à un appui, hein, voilà. Des fois, un cabinet, un service en interne hein, de la collectivité avec l'État. L'étape 2, de formaliser le contexte, l'objectif, les périmètres, la méthode, c'est ce qu'on appelle le protocole. La phase 2, diagnostic, très souvent, en fait, elle est externalisée. Et quand on regarde les contrats de ville que vous avez rédigés, vous le renvoyez plutôt parfois sur les bilans et les structures associatives. Et on va y revenir sur ce point en particulier. Et la phase 3, qui est souvent définie que par la rédaction d'un rapport. Et il nous semble important que cette phase 3, elle est, bien sûr, il faut écrire euh, les, euh, les, les résultats, entre guillemets, mais c'est plutôt les recommandations qui sont importantes et la question de la communication des retours de ce qui a été mis en avant par ce travail d'évaluation. Je te passe la parole, Rémi. Alors, je voulais revenir sur un petit peu quelques enjeux clés de l'évaluation, notamment ce que Muriel du coup appelait
la partie, la phase 1, le cadrage opérationnel et le protocole. Évaluer, c'est une démarche, entre guillemets, qu'on pourrait appeler de continu, même si évidemment il y a des moments comme l'évaluation en mi-parcours ou l'évaluation finale. L'idée, c'est d'inscrire un petit peu cette démarche d'évaluation, cette culture de l'évaluation durant toute la durée du contrat de ville, donc jusqu'à 2030, parce que c'est cette condition que ça peut devenir un réel outil d'apprentissage, d'appréciation du travail accompli et de pilotage. Muriel, elle en a parlé tout à l'heure. On a un petit peu regardé les différents contrats de ville du Grand Est et un petit peu ce qui était noté déjà dans ces documents cadres en termes d'évaluation. Et du coup, sur cette phase sur cette phase 1, il me semblait important et surtout quand on parle de démarche continue, c'est de faire la différence entre l'évaluation, l'audit et le contrôle. Même si ces trois notions, elles répondent aux mêmes enjeux de bonne gouvernance, c'est pas vraiment la même chose. L'évaluation, elle va plutôt viser à améliorer les politiques publiques, donc vraiment dans une logique d'apprentissage, de pertinence et d'impact. Quand on parle de contrôle, ça va plutôt faire respecter les règles et les obligations, donc on parle plutôt de conformité ou de légalité, voire à l'inverse de sanctions. Et pour ce qui est de l'audit, c'est plutôt garantir la fiabilité de la gestion et renforcer la confiance. Donc voilà, c'est la transparence, l'optimisation des ressources, voilà. Donc assez important de différencier ces trois notions. Muriel, elle reviendra plus tard sur la différence avec les bilans, me semble-t-il. Et puis par rapport à la petite frise qui est en bas, vous excuserez la qualité du graphisme. Et voilà, c'est pour dire qu'évaluer, c'est bien une démarche, mais qu'il n'y a pas vraiment d'évaluation type. Là, en 2026-2027, voilà, les collectivités sont invitées avec l'État à mettre en place une démarche d'évaluation à mi-parcours ou de revoyure du contrat de ville. Mais on peut aussi se dire que pour des contrats de ville qui sont peut-être un peu plus immatures, avec des quartiers entrants notamment, peut-être que 2026-2027, c'est plus le moment où on va pouvoir identifier des premières questions évaluatives. Et l'idée, ça va être qu'au fur et à mesure, on va pouvoir les affiner, vraiment faire en sorte qu'on puisse mesurer et qu'on puisse vraiment répondre à ces enjeux d'ici 2030 et donc mettre en place notamment des indicateurs jusqu'à 2030. Sachant que, bon, on est dans une situation un petit peu complexe, ou du moins, il faut se dire qu'on n'a que 1 an et demi de programmation et d'animation du contrat de ville derrière nous, donc forcément, ça pose un petit peu des questions sur ce qu'on va pouvoir faire de cette démarche évaluative. Vu que je disais qu'il n'y avait pas forcément d'évaluation type, qu'est-ce qu'on peut dire un peu en termes de méthodologie? Je voulais poser quelques premiers jalons. Forcément, ça va dépendre un peu de l'ambition et des objectifs qui sont donnés à l'évaluation, tout en intégrant évidemment les moyens disponibles pour la mettre en œuvre. Et donc, on va devoir interroger certains points. Muriel a parlé du périmètre. Là, je reprends un petit peu cette notion de protocole hein, que tu évoquais juste avant, Muriel. Il va falloir définir un périmètre, que ce soit le périmètre de sur quoi porte l'évaluation, mais aussi, tu l'as bien dit, le périmètre géographique. Le pilotage de l'évaluation, donc quelles instances, mais aussi quel rôle et fonction on veut donner aux différentes instances. Parler d'un calendrier 2026-2027, les moyens et les ressources qu'on a, que ce soit des moyens humains, des moyens financiers et les moyens techniques disponibles. Et puis les référentiels d'évaluation, donc les questions qui vont organiser cette évaluation, et puis les intentions. Donc voilà, être assez attentif à tout ça sur ces 2 années et puis d'ici 2030. Dans la continuité, je voulais vous proposer trois préconisations pour que cette démarche évaluative elle soit stratégique. Alors, communiquer, acculturer et intégrer au pilotage. La communication, ça nous semble important, notamment de valoriser cette démarche, que ce soit en interne et en externe. Muriel reviendra sur le fait que là, ce qui est proposé pour ce cycle, c'est une évaluation participative, donc forcément, il faut valoriser cette démarche notamment en externe, communiquer dessus, et puis évidemment, pour faire bouger les lignes et évoluer les pratiques, eh ben, il va falloir communiquer sur les enseignements que l'on en tire.
L'acculturation, c'est notamment, comme on l'a noté, parce que c'est un exercice anxiogène pour certaines d'entre vous, notamment évidemment quand c'est pas votre cœur de métier. Et puis on est sur des acteurs de la politique de la ville qui sont dans des situations de fragilité pour certains aujourd'hui. Donc forcément, ça n'aide pas forcément à se dire que c'est une démarche simple. Et donc, il va falloir faire en sorte voilà, de bien appréhender cette démarche pour lever les freins à l'engagement. Et puis la place du pilotage, évidemment. Bon, sur le tableau blanc, une personne avait dit qu'au niveau des élus, ils voyaient pas pour l'instant Ouais. l'utilité de cette démarche, mais en effet, c'est difficile pour une démarche évaluative de trouver sa place si dans les différents espaces de pilotage, c'est pas quelque chose qu'on priorise beaucoup. Mais voilà, partager l'évolution, pardon, du territoire et les résultats, c'est nécessaire pour que l'évaluation soit un élément clé du pilotage. Et donc, on attire aussi votre attention là-dessus. Ah, bah, Muriel, je te laisse continuer sur les bilans. Alors, on revient à un point sur ces éléments, parce qu'effectivement, il y a, comment on fait, entre guillemets, entre bilan et évaluation? Très souvent, en fait, il y a une confusion entre les 2 termes. Pour autant, pas mal d'évaluations s'appuient effectivement sur des bilans d'action. Mais ce n'est pas le cumul des bilans d'action qui font une évaluation et ça me paraît important. Alors pour plusieurs raisons, parce qu'en fait, ça veut dire que, on va avoir le regard d'un bilan, d'une action à un moment donné, mais pas le processus général et les moyens et cetera et deuxième élément, c'est que si on s'intéresse qu'au bilan, on s'intéresse qu'à la programmation des contrats de ville. Or, le sens même de la politique de la ville, ce n'est pas seulement les actions de la programmation et globalement l'ensemble du droit commun. Donc attention sur ce point en particulier. Deuxième élément, c'est que les bilans, le plus souvent, en fait, on va être sur les 2 premières colonnes que je vous avais là. C'est le suivi de la mise en œuvre, hein. Quand on regarde sur Dauphin, en particulier, hein, ou, d'autres plateformes, parce que de plus en plus, on a, des remontées de bilans, «plus riches» entre guillemets, avec, des choses que vous avez mis en place. Ça permet effectivement de, avoir, documenté la réalisation d'une action. Donc ça nous apporte des éléments, bien évidemment, mais c'est pas, suffisant, en tant que tel. Et puis, dans les bilans, et toujours sur le dauphin, on a aussi une partie qui porte sur, bah, la réalisation et les résultats. Est-ce que la mesure a eu lieu, et cetera. Mais pour autant, la partie des effets et des impacts, très rarement on l'a en tant que tel. Parce que, du coup, c'est le bilan, c'est le regard porté exclusivement de la personne. Alors, de plus en plus, on a des bilans où, des porteurs, d'actions, qui, vont s'intéresser au public, pour, savoir un petit peu que l'impact et cetera. Mais on va être sur quelque chose de tout de suite et cetera. Et comme on le disait tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'il y avait des demandes plutôt d'audit et de contrôle. Heu et c'est légitime d'avoir des questions d'audit et de contrôle, hein, c'est pas le problème, mais c'est pas l'enjeu en tant que tel, en tant que tel. C'est vraiment de pouvoir se dire: «Quel a été l'impact?» Alors parmi les démarches d'évaluation, on peut avoir une démarche qu'on appelle d'efficience, pour vérifier par exemple, les moyens que l'on a mis, sur un dispositif. Est-ce que ça Qu'est-ce que ça a produit auprès des publics, le nombre de personnes et cetera. Mais ça ne peut pas se limiter que sur une approche en termes d'audit, et de contrôle. Donc ça nous paraît important et nous, on a une attention et donc je suis y compris, concernée directement parce que, on accompagne, des collectivités avec lesquelles on travaille sur des bilans un peu plus étayés
que Dauphin. Et on est dans quelque chose d'un peu compliqué aujourd'hui, où à la fois on parle de simplification de liens avec les porteurs d'actions, etc. Et en même temps, on demande de plus en plus d'éléments. Et je pense que la démarche qu'on va vous proposer, c'est d'avoir quelque chose plus à travailler collectivement pour pouvoir quand même essayer de limiter les effets qu'on a de l'évaluation parce qu'elle demande aussi du temps. Et le temps n'est pas tout à fait le même de la même manière. Par exemple, un chef de projet est financé qui intervient dans le cadre d'une animation d'une réunion. Si on invite des habitants, quelle place et quel temps pour eux en tant que tel, et qu'en est-il pour une association qui va être sollicitée en tant que telle, qui n'est pas inscrite dans le projet en tant que tel. Donc, je pense que là aussi, on va avoir une réflexion. On essaye d'aller de plus en plus sur des évaluations plus qualitatives. Et ben ouais, mais ça aussi, ça suppose du temps et du coût financier en tant que tel. Et pas seulement le fait d'aller appel à un cabinet extérieur, etc. Parce que faut bien avoir des indicateurs, des éléments, des retours, etc., comme sur cette question. Je repasse la parole à Rémi. Du coup, un peu la question, quoi évaluer à mi-parcours? Forcément, il s'agit d'abord de définir un objet d'évaluation, euh, histoire de circonscrire ce qu'on va évaluer. Et puis, sinon, dans le contexte actuel, pour l'évaluation au mi-parcours, ça peut permettre différentes choses, notamment revisiter le contenu du contrat de ville, hein, que ce soit en termes de diagnostic ou d'orientation. Vous avez pu le dire d'ailleurs dans le tableau blanc. Ça peut être aussi l'occasion de rendre compte, notamment de ce qui est fait. Ça peut être l'occasion de prioriser, et puis forcément d'interroger le fonctionnement du contrat de ville, l'impact du contrat de ville, l'impact du droit commun. Voilà, ce genre de choses. Mais je trouve que finalement, ça rentre assez bien en résonance quand même avec ce que vous avez pu mettre sur le tableau blanc, où on avait quand même pas mal de, euh, de réponses voilà, vous vouliez plutôt réajuster euh, qu'aux besoins du territoire. Donc voilà, je pense que dans le contexte actuel, c'est plutôt des bonnes idées. Alors, on vous a proposé avec Rémi, donc là, quelques éléments de cadrage général. Et là, on s'est dit quand même, il faut qu'on revienne 2 secondes sur où est-ce qu'on en est sur le cadre de l'évaluation des contrats de ville. Donc, aujourd'hui, on a un cadre qui est celui de la loi du 20 février 2014, dans lequel il est mentionné de manière claire que l'évaluation des contrats de ville doit être menée. Dans la loi, il est bien mentionné la question aussi de l'évaluation à mi-parcours. On a des documents plus récents qui reviennent sur cette question de l'évaluation des contrats de ville, et je fais référence notamment à la circulaire du 7 novembre 2024 qui est liée relative au pilotage des contrats de ville des quartiers 2030 et surtout le décret du 15 novembre 2024 qui en fait vient modifier la loi du 21 février 2014 et à ce titre-là, ce décret rappelle bien que les contrats de ville sont élaborés sur les territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les contrats de ville fixent donc plusieurs objectifs, notamment les moyens d'ingénierie pour l'élaboration, la conduite et l'évaluation du contrat de ville, les indicateurs à mettre en place et la structure locale d'évaluation, ce qu'évoquait tout à l'heure Rémi sur la question du pilotage, etc. Mais plus globalement, la structure locale d'évaluation. Ça veut dire que dans les textes, ce qui est bien mis en avant, c'est qu'on a cette question d'évaluation qui porte de fait dans la conduite et l'évaluation du contrat de ville, le fait d'avoir derrière des questions d'indicateurs et une évaluation, une structure locale d'évaluation. Donc ça me paraît important de le rappeler. En l'état actuellement, on n'a pas de cadre défini
très clair. On n'a pas de calendrier de l'évaluation à mi-parcours. D'ailleurs, pour certains, c'est 2026, 2027. A priori, on est bien sur 2027, c'est-à-dire qu'il faut le commencer quand même en 2026 pour que, on puisse avoir les ainements en 2027. Actuellement, le document de référence est un document de l'Observatoire national de la politique de la ville qui date de 2017. Et donc, l'Observatoire national de la politique de la ville a sorti un document qui précise le travail qu'ils ont mené sur l'évaluation des contrats de ville. Ils ont regardé un petit peu l'analyse et ils commandent quelques recommandations. Ils précisent bien que l'évaluation des contrats de ville ne fera pas l'objet, a priori, d'un document type, ce que comme on disait avec, Rémi. Pour autant, on s'appuie bien sur cette méthode que je vous présente. On s'appuie sur les territoires. Il rappelle bien la question de la place des habitants et de leur place dans l'évaluation, on va y revenir, hein, et que, bien évidemment, la question de, la structure locale, qui va suivre l'évaluation, on ne peut pas limiter l'évaluation simplement à faire appel, à un tiers extérieur, hein. Ça ne veut pas dire que voilà, il ne faut pas faire appel à un cabinet, mais, il y a quand même un travail qui doit être mené puisque l'élément, 1er, c'est quand même de comprendre l'intention que vont, regarder à partir du contrat de ville. Et je regarde et je la vois pas, mais Émilie et moi-même, quand on travaille, sur, l'évaluation, que ça soit les contrats de ville ou que ça soit les cités éducatives, le premier travail que l'on mène, avant même de définir, entre guillemets, quelle est la question qui va nous, conduire dans l'évaluation, c'est quoi vos préoccupations? Comment on va travailler, sur le sens et que on se rend compte que les acteurs ont l'impression qu'ils sont d'accord sur le sujet et on a toujours besoin un temps interacteurs pour pouvoir se dire de quoi on va travailler, qu'est-ce qu'est l'intention et quand on nous dit par exemple, hem, heu je reviens sur la question de la décrochage des jeunes. Bah, derrière cette question, il y a plein d'éléments différents en tant que tels et qu'est-ce qu'on va aller regarder? Et est-ce qu'on a vraiment des indicateurs pour, s'assurer que, les choses ont évolué? C'est ça la difficulté, donc ce point nous paraît, important, sur ce volet, donc sur la diapositive, suivante, c'est vous rappeler qu'effectivement, heu heu, l'évaluation d'un contrat de ville, elle s'inscrit quand même dans l'intention et l'objectif de la loi de la programmation, c'est assurer l'égalité entre les territoires. Donc il faut quand même qu'on regarde quelque chose en particulier. C'est réduire les écarts de développement entre les quartiers et surtout, j'allais dire, améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires, quel que soit, en tant que tel, hein. Voilà, ce qui est un élément, en tant que tel. Un contrat de ville, c'est effectivement des actions, mais c'est aussi un cadre de gouvernance, pardon, et des modalités de travail. C'est la territorialisation des politiques publiques dans les quartiers. N'oubliez pas, quand on travaille sur l'évaluation, qu'on ne s'intéresse pas que sur, la programmation et l'appel à projets, annuel. Je me suis rendu compte aussi que souvent on oublie par exemple, l'impact, de l'abattement TFPB qui mène des actions, la place, par exemple les moyens, d'adultes relais, la médiation sociale, et cetera, donc souvent, qui est pas mis en avant, en tant que tel. Donc bien évidemment, le contrat de ville, c'est aussi des actions et puis, c'est bien évidemment le lien entre, la prise en compte, l'attente et le besoin, des habitants, et du coup, la stratégie est un élément en premier en tant que tel et donc c'est l'ensemble de l'évaluation, elle va être sur ces éléments-là. Jusqu'à présent, on vous a présenté la démarche technique, hein. On s'intéresse à l'intention,
on va revenir sur la question évaluative, des indicateurs, on recueille des données et puis on va rédiger un rapport. Mais au-delà de cette technique, ce sur quoi on vous invite, c'est à se dire que, au regard de la singularité d'un contrat de ville qui est à la fois des habitants, des actions, des moyens et une stratégie pour améliorer le quotidien, c'est bien l'idée de l'évaluation, c'est cibler ces différents éléments. Ça ne veut pas dire qu'il faut 3 ou 4 questions évaluatives. On peut en avoir une qui va, par exemple, nous dire à quelles conditions on a amélioré le quotidien des habitants, avec quels moyens et avec quelles modalités de travail. Par exemple, ça va interroger les conseils citoyens, etc. Et donc, au regard de ces singularités du cadre des contrats de ville, on s'est dit que c'était intéressant d'avoir une évaluation participative. L'évaluation participative, le difficulté, c'est que le terme est un peu un contresens, on va dire, en tant que tel, hein. Alors c'est un terme, beaucoup d'évaluations participatives sont utilisées au Québec, avec plusieurs structures qui travaillent dans ce domaine en particulier. En fait, l'idée, c'est que le contrat de ville est une contractualisation en particulier. Donc, on s'est dit, c'est intéressant d'avoir une évaluation qui implique tous les acteurs qui sont partie prenante de la contractualisation. Donc, du coup, le terme d'évaluation participative, c'est pas l'évaluation de la participation des habitants, c'est une démarche collective, interacteur et interinstitutionnelle. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est une démarche de participation qui implique toutes les parties prenantes là du contrat de ville. Et j'ai remis la définition en tant que telle, hein. Et donc, c'est vraiment que l'idée, d'une part, euh, comme on disait qu'on avait un jugement de la valeur de l'action, ben, on n'a pas tous le même regard, d'où l'idée d'impliquer les uns et les autres et d'avoir une réflexion critique. On se dit que si on s'implique tous sur l'évaluation, et avec toutes les limites qu'il peut y avoir là-dessus, le risque, c'est si on n'y est pas en tant que tel, on ne va pas s'approprier les résultats. Et donc, un- un chercheur qui avait travaillé sur cette évaluation disait une personne sera plus apte à se servir d'une évaluation si elle y a participé activement. Parce qu'en fait, ça entraîne un changement directement en tant que tel, au quotidien. C'est ça qui nous paraît important. Et puis c'est surtout que quand on y participe, eh ben, du coup, l'évaluation et le plan d'action. Tout à l'heure, Rémi, et vous l'avez évoqué, la question du réajustement, eh ben, si on n'y est pas, on va pas pouvoir réajuster. En fait, on va avoir le regard en particulier. Bon, bien évidemment, si un rapport est quel qu'il soit et de la meilleure qualité qu'il soit, on s'approprie pas les choses de la même manière en tant que telle. Et surtout, ce qui nous paraît important, cette démarche en particulier nous permet d'avoir entendre les voix de toutes les parties prenantes, y compris ceux qui sont le plus éloignés, parce que souvent, les habitants sont plutôt utilisés, entre guillemets, lors des diagnostics, etc., et pas en tant que partie prenante de la démarche. Donc, les composantes d'une évaluation participative, il y a un certain nombre de dimensions en tant que telles. Je viens de l'évoquer encore en particulier, c'est que l'évaluation, elle doit être pilotée par une instance. Alors, on peut distinguer une instance de pilotage et une instance technique, peu importe. À tous les cas, il faut qu'il y ait un collectif en tant que tel. Normalement,
il faut quand même qu'il y ait une validation à un moment donné qui nous permet à l'instance de travailler. Alors, l'Observatoire national de la politique de la ville, hein, qui est une instance de l'ANCT, insiste beaucoup sur cette instance. Alors, il parle de structure locale d'évaluation qui permet en fait de suivre dans la durée en tant que telle la démarche. Alors, j'ai mis certaines questions. Si on se dit qu'on est dans une évaluation participative avec une instance de pilotage, bah, qui participe? Qui anime? Quelle place des uns et des autres? Est-ce qu'on fait appel à un tiers extérieur ou un interne, mais qui n'est pas directement lié à la politique en tant que telle? Quel temps nécessaire? Et du coup, quand je regardais d'un peu plus près les éléments, je le disais précédemment, on n'a pas tous sur la même positionnement. Si on se dit, bon, ok, le RIV nous dit qu'il peut faire une évaluation participative et donc il faut qu'il y ait les signataires du contrat de ville, il faut aussi qu'on ait des habitants, etc. Sauf que si on est sur une évaluation qui dure très longtemps, comment on réunit tout le temps les acteurs, régulièrement, etc. À quel moment l'instance va jouer, va intervenir. Donc, pour les intentions, il faut se retrouver autour d'une table pour se dire quelle est l'intention, euh, travailler la question évaluative. Est-ce que tout le monde va être impliqué sur le recueil de données? Il va falloir se mettre d'accord qui intervient à quel moment, définir un calendrier très court, très clair pour tout le monde, etc. Donc, par exemple, j'ai changé de type de sujet. Je vais peut-être le prendre sur la diapositive suivante pour montrer comment on pourrait avancer. Alors, je l'avais mis la dernière fois déjà, mais il proposait, alors, on a vu tout à l'heure les différentes étapes. Ici, en fait, on va avoir trois étapes différentes en particulier. Alors, si je mets bons éléments en tant que tels. Les étapes qui sont mentionnées en bleu, qui sont les questions de réfléchir et planifier la démarche, me paraît un élément. euh, il y a quelqu'un qui voulait intervenir peut-être? Non? C'est bon. Qui permet, ça, là, il y a un enjeu en particulier que tout le monde puisse participer à ces éléments. Donc, mettre en place un groupe de travail, qu'on l'appelle instance locale, peu importe, qui va définir l'engagement, les règles de travail, qui anime, qui les appelle. On peut avoir un binôme, ça peut être intéressant. Ça peut être avec un conseil citoyen, par exemple, ou voilà. Ça peut être avec un signataire en particulier. Par exemple, on se dit, on travaille sur la, les questions de cadre de vie ou les espaces extérieurs. Ça peut être intéressant aussi de travailler avec la présence des bailleurs pour voir ou avec une animation en tant que telle. Euh, cette partie bleue permet d'identifier les actions et les questions d'évaluation. Et puis, l'idée, c'est de produire un plan d'évaluation. Nous, on parle plutôt de protocole, c'est-à-dire se dire, ben voilà, on a une question, et qu'est-ce qu'on va aller chercher comme information? Qui va nous apporter les informations en tant que telles? Si les personnes ne sont pas dans le groupe, ça va être compliqué d'aller chercher. Par exemple, si vous demandez après coup des bailleurs des éléments alors qu'ils n'ont pas participé à la démarche, ça va être plus compliqué. Par contre, la phase 2 de collecte et analyse des données, ça peut être quelque chose en ad hoc, à part. Chacun va savoir chercher des infos, euh, faire des enquêtes auprès d'habitants, etc. On peut se mettre d'accord sur la démarche. Un bailleur social qui met en marche un diagnostic en marchant, ça suppose quand même qu'on ait des méthodes des questions qui est travaillé ensemble. Ce qui m'a étonné parfois, c'est qu'on récupère des indicateurs, des données, des infos qu'on n'a pas produits
Et en fait, on fait comme si les résultats vont répondre aux besoins qu'on a identifiés dans la question évaluative. Vous voyez, en fait, on fait comme si les résultats sont en direct de la question. C'est pas toujours le cas. Alors, c'est le recueil, la collecte, elle peut être longue en tant que telle. Et c'est pour ça que tout à l'heure, ce que disait Rémi, c'est que l'évaluation à mi-parcours peut être un moyen de poser le cadre, euh, faire un premier point, et puis on peut avoir un planning sur les années suivantes, comment on peut travailler cette question, etc., qui va permettre en 2030 d'avoir l'ensemble des informations. La dernière partie en orange, qui est plutôt autour de les constats, et là, ça me paraît important que de nouveau, on soit dans une démarche collective, parce que ça permet de croiser les analyses. Et on a eu l'occasion avec les collègues de voir une démarche qui a été faite au Québec, il y a quelques années avec des enfants et sur des questions éducatives. C'était intéressant parce que ils ont des rapports, un rapport qui est plutôt pragmatique, un PowerPoint, et pas seulement 80 pages de rapports, etc., mais des éléments clés et qui a été discuté. Et c'est pas seulement de le présenter, c'est ensuite de comment on le fait vivre et le travailler. Et donc, ça me paraît important, vous voyez, en orange, en petit pointillé, le produire un rapport d'évaluation, en fait, il est important, mais ce qui est important, c'est le partage des résultats et ce qu'on en fait après. Donc, je reviens un peu sur la démarche qu'on avait tout à l'heure. La démarche évaluative participative nous permet de le travailler un peu autrement en tant que tel. Alors, j'espère que c'est pas trop théorique ce que je dis, mais justement, c'est ce qu'on pourrait travailler sur des questions évaluatives pour voir comment on pourrait travailler ces différentes étapes. Mais ça me paraît important de bien distinguer les trois temps. Et on peut avoir des places différentes. Du coup, je passe la parole à Rémi, justement, qui va revenir sur ces points que je viens d'évoquer. Donc, depuis le début de la présentation, tu parles souvent d'intention. Et bah, ça tombe bien parce que j'ai fait une slide sur les chaînes d'intention. Pour moi, c'est quelque chose d'assez primordial, surtout quand on veut se lancer dans une démarche qui, du coup, serait collective, participative. Bah, pour tout le monde, il est primordial que les chaînes d'intention, elles soient claires. Tout à l'heure, je parlais de trois préconisations pour que la démarche elle soit stratégique, donc la communication, la culturation et le pilotage. Et pour moi, une condition de réussite qui est un peu transversale à tout ça, c'est en effet que les chaînes d'intention soient claires. Et par intention, ce que je veux dire par là, c'est vraiment les réussites et les transformations escomptées. Euh, donc, par la chaîne d'intention, voilà, c'est ce qui doit changer, l'état à atteindre, puis comment ça se transforme en plan d'action, ce qu'on souhaite mettre en place pour y parvenir, les réalisations, les résultats, et puis les impacts. Voilà, pour moi, si tout le monde est au clair sur tout ça, on est sur quelque chose de stratégique par la suite. Tu voulais Alors, ajouter quelque chose, Muriel? oui, juste dire que on n'a pas voulu vous proposer des indicateurs type, parce que en fait, l'élément majeur pour nous, c'est d'abord ce qui doit changer, enfin cette intention et le plan d'action avec la question évaluative. Après, la question des réalisations, les résultats, les impacts, etc., c'est des éléments qu'on pourra regarder ensemble d'un point de vue plus technique. La dimension de l'intention et la formalisation de la question évaluative, c'est un travail collectif et c'est pas nous qui pouvons vous dire, entre guillemets, ce que on doit mener. Et après, les, les indicateurs de contexte, des réalisations, des résultats ou d'impact, elle est bien liée à la question évaluative. Vas-y, Rémi. Yes, en parlant de questions évaluatives, en effet, si les chaînes d'intention, elles sont claires
et partagé par l'ensemble des parties prenantes, on peut commencer à se poser en effet les questions évaluatives. Qu'est-ce qu'on veut interroger? Donc, une question évaluative, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des questions qui vont guider et encadrer la démarche afin de garder le cap sur l'évaluation de l'objet. Donc, elles vont vraiment permettre de cerner ce qu'on a réellement besoin d'apprendre à travers la démarche d'évaluation et ce qui nous sera vraiment utile pour avancer. On vous a un petit peu parlé en filigrane du pilotage. Je regardais justement un site avec un genre de cabinet de conseil québécois qui, pour lancer la discussion avec les instances, s'appelle Dynamo. Oui, Dynamo. Elle proposait de se demander qu'avons-nous vraiment besoin d'apprendre collectivement cette année pour avancer dans notre projet de changement? Voilà, c'était un peu la question avec laquelle elle proposait d'aller voir les instances. Donc forcément, les questions évaluatives, ce sont elles qui guideront la démarche. Et par la suite, comme on vous l'a déjà dit, l'idée, c'est qu'elle puisse être un petit peu approfondie par des questions spécifiques à travers le recueil des données. Et puis, la réponse à ces questions, elle doit pouvoir permettre de poser un jugement global sur le projet ou sur le programme. Ce qui veut dire que ces questions doivent être le plus possible de nature bien évaluative. Par exemple, le projet a-t-il atteint les résultats prévus, plutôt que quels ont été les résultats. Alors là, on serait vraiment dans quelque chose de très descriptif, et donc on serait vraiment dans du bilan. Donc tout ça pour en revenir un petit peu à la slide, où pareil, c'est des éléments qui sont notamment présentés par Dynamo. Pour ce qui est des objets d'évaluation, bon, bah voilà quelques items, quelques objets que des questions évaluatives peuvent venir interroger. Ça peut être des questions de pertinence ou de besoin, ça peut être des questions de mise en œuvre, de processus, de collaboration ou de partenariat, ou d'effets d'impact. Voilà, vous avez à côté des exemples de questions évaluatives. Je ne vais pas vous les citer maintenant, mais voilà, vu qu'on va vous envoyer le PowerPoint, ça peut être intéressant de s'attarder un petit peu sur ce tableau. Pour en revenir aux questions évaluatives, je vous ai mis ici quelques critères, 4 critères d'appréciation des questions évaluatives qui peuvent permettre de faciliter la priorisation de ces questions. Donc voilà, savoir si cette question elle est utile, est-ce qu'elle est mature, est-ce qu'on est capable d'y répondre et est-ce qu'elle est totalement claire pour tout le monde? Du coup, on vous propose de regarder un mémo, hein, pour, élaborer des questions évaluatives. C'est, à chaque fois se dire, il y a aussi une manière de formuler une question. En quoi l'action menée, les modes de travail entre les acteurs ont permis d'améliorer, la situation, en termes, de l'appui auprès, des parents, pour permettre, la réussite des enfants, et cetera. À quelles conditions, on a pu, répondre aux besoins, des habitants? A-t-on réussi à mettre en place, vous voyez? C'est en fait, c'est vraiment sous cette question qui va nous permettre d'obliger à définir les choses. On a mis quelques exemples, on a pu utiliser, sur certains endroits, dans quelle mesure les actions du dispositif de réussite éducative auprès des enfants des quartiers prioritaires de la politique de la ville ont permis une meilleure intégration au sein du, système scolaire. Alors, rien que cette question-là, on pourrait, redire, là, on a fait le choix d'un dispositif qui interroge les enfants des quartiers prioritaires, donc on va s'arrêter à un public, une meilleure intégration au sein du système scolaire. Ça voudra dire avec les acteurs, qu'est-ce que ça veut dire une meilleure intégration au sein du système scolaire? Est-ce que c'est la réussite scolaire? Est-ce que c'est le fait, d'être bien-être dans l'école? Voilà, il faut aussi qu'on se dise de quoi on parle et dans la question évaluative, très souvent, ça nécessite de préciser de quoi on parle et alors il ne s'agit pas de définir tous les mots, mais quand même le sens. Quand on va parler, en dessous, par exemple, on a mis dans quelle mesure les actions menées dans le cadre du contrat de ville
arrive à toucher, voire à faire adhérer à l'offre projet les publics jeunes, dits invisibles. Encore faudrait dire de qui il s'agit. On identifie un public pour leur permettre de s'inscrire dans une démarche d'inclusion sociale. On a dû préciser de quoi on parle, l'inclusion sociale. Est-ce que c'est que une réussite professionnelle? C'est aussi une question sociale, le projet de vie, etc. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on peut avoir une question assez large, des sous-questions, et préciser ensemble de quoi on parle. Ce travail-là nous amène de la même manière, je le redis, à questionner ensemble ce que chacun, d'où il est. Ça permet de nous préciser de quoi on est en train de parler et qu'est-ce qu'on attend les uns et des autres. Et les diagnostics, souvent, ne permettent pas réellement de définir les choses. Parce que alors, on avait une réunion ce matin, ouais, on est tous d'accord sur les diagnostics. Ok, on va très vite, mais en fait, c'est derrière après, qu'est-ce qui se met en place? Et on s'est rendu compte que finalement, on intervient tous sur, entre guillemets, une catégorie d'âge, alors qu'on parlait des adolescents et qu'on a peu d'interventions pour les ados et les jeunes adultes, par exemple. Donc on se rend compte que quand on commence à affiner les choses, on va permettre de mieux prendre en compte ces dimensions. Il me semble qu'on est arrivé au bout de cette première partie. Ce qu'on vous propose, un petit temps de 5-10 minutes, est-ce que vous souhaitez réagir? Est-ce que vous avez des besoins de répondre, des questionnements plus particuliers? Moi, j'aimerais bien insister sur deux choses. Premièrement, c'est quand même complexe, hein, tout ce qui vient d'être dit, et je ne me vois pas vulgariser ça auprès de mon élu. Donc, il va On falloir est bien d'accord. que je fasse un travail à côté. Deuxième point, tout de suite me vient à l'esprit des choses pratico-pratiques. Comme beaucoup, j'ai fait effectivement les 2 précédentes évaluations. Franchement, j'ai eu un mal fou de trouver des indicateurs. Et des fois même, la possibilité d'avoir certaines données à déterminer le champ où je pouvais passer ou poser ou pas ma question évaluatrice. Voilà, ça c'est la Alors, réalité qui va nous rattraper. sur ces 2 points, sur la question de la vulgarisation avec les élus, on aura une séance, la séance 4 au mois d'avril qui va permettre de revenir sur ce point en particulier. Sur les questions d'indicateurs, en fait, il faut en construire certains dans la durée. C'est pas si on les a pas aujourd'hui, c'est pas forcément grave. Ensuite, le à l'expérience, on se rend compte que quand on est sur un collectif, c'est plus facile de amener des indicateurs. Et puis, c'est de la méthode aussi d'aller chercher des éléments. Voilà. Et du coup, ça, il faudra qu'on regarde comment on peut vous accompagner sur définir des indicateurs plus facilement. J'espère que cette première séance vous a apporté des éléments. Merci beaucoup.